Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine dense, intense, riche sur tous les plans, les publications d'entreprises évidemment qui ont été massives tout au long de la semaine avec les performances exceptionnelles des GAFAM sur le plan opérationnel, on en a beaucoup parlé jusque-là, une semaine très riche également en indicateurs macroéconomiques, on a eu les premières estimations de croissance pour le premier trimestre, rappelons-le, aux États-Unis et pour la zone euro aujourd'hui avec un premier trimestre en zone euro qui reste évidemment médiocre, ça n'est pas une surprise, la croissance est ressortie à moins 0,6% pour l'ensemble de la zone économique et monétaire avec quelques petites divergences. On peut noter que contrairement au quatrième trimestre, la France, sur ce premier trimestre 2021, s'en sort mieux que l'Allemagne. Mais grosso modo, si on prend les deux derniers trimestres consécutifs, on a une image à peu près homogène d'une zone euro qui reste enlisée, bien sûr, en raison des restrictions sanitaires qui sont restées quand même en place, au moins jusqu'à présent. On a désormais un calendrier de réouverture qui donne une perspective évidemment de reprise plus importante, plus matérielle pour l'économie de la zone euro. Intéressant de noter que dans les chiffres de croissance en France, on voit une très bonne tenue par exemple de la partie investissement. L'investissement des entreprises est au rendez-vous. On l'a vu également aux États-Unis avec là en plus une dynamique de consommation folle. Tout pour la consommation. Toutes les planètes sont alignées pour que le consommateur américain retrouve son hédonisme légendaire. On l'a vu déjà dans les chiffres de croissance du premier trimestre, une croissance de la consommation des ménages de plus de 10%. On voit des revenus qui explosent également avec l'envoi des chèques du Trésor américain sur le mois de mars. Le revenu disponible des ménages a explosé aux États-Unis sur le mois de mars. Les dépenses de consommation sont donc en place et la confiance évidemment remonte au-delà des niveaux attendus avec une vaccination qui continue d'avancer et une perspective de réouverture totale dans les prochains mois aux États-Unis. Le consommateur américain donc en vedette. On parlera de tous ces sujets macro avec le lien évident avec les banques centrales et la politique monétaire avec nos deux invités de Planète Marché dans un instant, deux gérants obligataires qui seront avec nous pour cette discussion de fin de semaine. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, vous le savez, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct. Romain Daubry sera avec nous ce soir en plateau pour parler de la saisonnalité des marchés. Et oui, le mois de mai arrive, sell in May and go away, ça fait partie des vieux adages boursiers sur les marchés. Qu'en pensez d'ailleurs? Regardons la saisonnalité des marchés. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? On en parlera donc avec Romain qui sera avec nous en plateau, je le disais, à partir de 19h15. Des marchés en Europe qui marquent le pas en cette fin de semaine pour cette dernière séance du mois d'avril. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, un CAC 40 qui corrige depuis une dizaine de séances maintenant aux alentours des 6300 points. Sur la séance du jour, l'indice parisien perd donc 0,53% à 6269 points. On note cependant que sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,18%. Sur le mois, il gagne 3,3%, tandis que depuis le 1er janvier, l'indice parisien progresse de 13%. La séance du jour, donc, qui a encore été pour les investisseurs l'occasion de découvrir des résultats d'entreprises comme ceux de BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40, mais également l'occasion de réagir aux résultats d'Amazon aux États-Unis. Mais avant cela, les investisseurs ont pu prendre connaissance tout au long de la journée de plusieurs statistiques, à commencer par l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre. Celle-ci ressort en progression de 0,4% sur la période, une progression qui, même légère, dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur le premier trimestre 2021, après le recul de 1,4% le trimestre précédent qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France, toujours, l'inflation ressort en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars. Une hausse due essentiellement à l'augmentation des prix dans les secteurs des services ou encore de l'énergie. En zone euro, à présent, la croissance du PIB ressort, elle, en recul de 0,6% au premier trimestre. Une croissance donc de PIB plombée notamment par le recul du PIB allemand de 1,7% sur la même période. Et du côté des statistiques à suivre aux États-Unis, aujourd'hui, les
les revenus des ménages rebondissent d'un peu plus de 21% au mois de mars, tandis que leurs dépenses progressent de 4,2%. On note également que l'indice PMI de Chicago enregistre une hausse surprise à 72,1 points au mois d'avril, tandis que l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan ressort à 88,3 points, deux statistiques au-dessus des attentes des analystes. Après ces chiffres, on regarde ce qui se passe du côté des valeurs. Donc aujourd'hui, les investisseurs qui ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon hier soir. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est très confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de ventes, soit le 4e trimestre consécutif pour Amazon. Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ses verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud. En France à présent, BNP Paribas a annoncé de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période, mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire. BNP Paribas qui recule cependant ce soir et qui perd 0,82%. Deuxième valeur à suivre à Paris, Safran a annoncé de son côté un recul de 37,9% de ses revenus au premier trimestre. Un recul en phase avec les objectifs de Safran qui confirme d'ailleurs ses perspectives pour 2021. Safran qui progresse de son côté de 3% environ à la clôture du marché parisien ce soir. Autre valeur à suivre et qui progresse et qui est également dans le vert ce soir, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui fait état d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération de ses ventes portée par sa division Solutions durables et performances, même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Saint-Gobain qui est dans le vert, donc on le disait, et qui progresse de 1,25% ce soir. On note également à Paris toujours que Vallourec annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspective meilleure que prévu sur certains de ces marchés. Une annonce qui permet au titre de gagner près de 3% ce soir, tandis que LDLC voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7% au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros, porté par la demande toujours en hausse de produits high-tech, que ce soit sur ses branches B2C ou B2B. LDLC qui gagne un peu plus de 2,3% à la clôture du marché parisien ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Market IHS des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en zone euro, mais également dans quelques autres pays. Côté entreprise, Trigano, DBV Technologies ou encore Bonduel publieront leurs résultats trimestriels. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. À mes côtés en plateau, Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Bienvenue également à François Collet qui nous accompagne en visioconférence à distance ce soir. Bonsoir François. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. Deux gérants obligataires. On va donc parler des marchés obligataires et de la macro, de l'inflation et des banques centrales. C'est le sujet pour nous pour ces 40 prochaines minutes. Intéressant parce que la semaine a été très riche en événements, avec bien sûr la communication de la Fed, des chiffres macro importants qui montrent quand même la photographie du premier trimestre aux États-Unis, en zone euro et les dynamiques qui sont sous-jacentes aux chiffres de croissance qu'on a pu voir. Qu'est-ce qui vous marque d'ailleurs là ? C'est quoi la leçon ou les leçons que vous retenez des indicateurs macro qu'on a pu avoir cette semaine aux États-Unis et en Europe, Franck ? D'abord une confirmation d'une désynchronisation, une économie américaine qui se porte très bien, qui rebondit très fortement. Donc on n'a pas été franchement surpris par les chiffres, c'est ce qu'on attendait, mais ça se confirme. Et une Europe qui patine en fait, qui a souffert au premier trimestre de toutes ces mesures de restriction sanitaire. Donc là aussi c'est sans surprise, c'est réellement une confirmation. Intéressant quand même de
voir un peu comment cette croissance s'est formée. Ouais. Aux États-Unis, une consommation qui ne nous a pas déçus. Vous parliez d'hédonisme du consommateur américain. Enfin, moi, sur les marchés, il y a deux thèmes que j'ai toujours en tête. Don't fight the Fed, donc ne pas se mettre en travers de la Fed, et ne pas parier non plus contre l'hédonisme du consommateur américain qui a toujours prouvé qu'il était là. Mais c'est pas surprenant non plus. C'est à peu près 9% de PIB qui ont été distribués en chèques aux ménages américains. C'est absolument considérable. C'est de la vraie. Ça, c'est quoi? C'est au total tous les chèques envoyés? C'est ça? Ça représente à peu près 9% de PIB. Mais avec un multiplicateur qui est assez faible quand même, qui est de l'ordre de 0,2. Donc on retrouve 2% de PIB qui viennent directement de cette injection monétaire. C'est de la vraie hélicoptère monnaie qui avait été théorisée par Bernanke et quelques autres. C'est réellement des chèques qui ont été distribués. On les retrouve dans la consommation, mais on les retrouve aussi surtout dans le désendettement et dans l'investissement. Ouais. On les a vus notamment très présents sur les marchés actions. Ouais. Assez intéressant. En Europe, on voit que l'investissement reprend, notamment en France, et ça c'est plutôt une bonne surprise. On ne s'attendait pas à voir l'investissement si haut. Plus de 2% pour l'investissement des entreprises françaises là, au premier trimestre. Et ça c'est un signe de confiance intéressant. Et ça veut dire aussi cette capacité à investir, ça veut dire aussi qu'on veut gagner en productivité, donc se mettre sur des meilleurs rails en termes de croissance potentielle. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment on l'explique d'ailleurs parmi les facteurs atypiques de cette crise et de cette sortie de crise, effectivement, on voit une persistance de l'investissement. On n'a pas coupé autant que ce qu'on aurait imaginé dans une crise classique, l'investissement dans les entreprises. Aux États-Unis aussi, je crois que les chiffres du premier trimestre montrent que l'investissement des entreprises et le résidentiel toujours a été très solide. Comment vous l'expliquez, Franck ? Alors, il y a sans doute de multiples explications. Enfin, moi, j'en vois une assez évidente, c'est que je pense que toutes les mesures de soutien et ces soutiens via des prêts et toutes les garanties mises en place ont permis réellement de gérer cette phase de difficulté de solvabilité. De liquidité des entreprises. Donc, il n'y a pas eu de problème de liquidité, enfin pour la plupart d'entre elles. Bon, maintenant, il y a cet inconnu sur la solvabilité. Alors, je pense que cet investissement en hausse salue tous les plans qui ont été faits en termes de liquidité pour permettre le maintien de l'activité. Bon, se pose quand même pour un nombre assez important quand même d'entreprises. On parle de 8 à 9% des entreprises concernées par ces plans qui ont peut-être un problème de solvabilité. Donc attention, on n'est pas sorti non plus de l'enfer, là. On mettra du temps encore à voir l'ensemble des stigmates de cette crise, c'est ce qu'il faut comprendre, même si les marchés, vont très vite, anticipent, et c'est leur fonction, et voilà, c'est pas le sujet de débat, mais les stigmates seront encore présents peut-être pendant longtemps. C'est évident, et vous savez, il y a pas mal de littérature économique qui lie l'endettement avec les perspectives de croissance, et donc plus vous êtes endetté, plus vous diminuez votre croissance potentielle. C'est valable pour les États, c'est valable aussi pour les agents économiques privés. Donc là, il y a un vrai point d'attention. François, qu'est-ce qui vous marque là dans la série de chiffres économiques dont on a pris connaissance cette semaine ? On parle de croissance évidemment, on parle aussi des données d'inflation. Qu'est-ce qui vous a surpris éventuellement d'ailleurs dans ces chiffres qui sont difficiles à estimer, L'exercice de prévision est très compliqué en ce moment. Où est-ce que vous avez des points intéressants qui peuvent être soulevés, François ? Non, effectivement, les chiffres qui sont tombés sont les chiffres relatifs au premier trimestre, donc on avait déjà une bonne vision à ce sujet-là. Ce qui est intéressant de noter, je trouve, ou en tout cas moi ce qui m'a surpris, c'est la décomposition du PIB américain et le fait évidemment que la consommation soit très forte. On a eu un chiffre qui est sorti finalement assez en ligne avec les attentes, mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est avoir un deuxième trimestre qui soit significativement plus fort que le premier trimestre aux États-Unis. Quand on regarde la décomposition, le chiffre a été tiré à la baisse par deux facteurs principaux qui ont été d'une part le commerce extérieur. Bon, ça on est habitué évidemment avec les États-Unis à avoir une balance commerciale très déficitaire, mais également le niveau des stocks.
les entreprises américaines ont beaucoup déstocké au cours du trimestre, ce qui produit un effet mécanique à la baisse du PIB. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. Si les entreprises américaines ont déstocké, c'est parce qu'elles ont fait face à une demande qui a été très importante. Et a priori, on devrait voir un restockage au cours du prochain trimestre. C'est vrai que les stocks, c'est quelque chose qui monte et qui baisse assez significativement d'un trimestre sur l'autre. Mais quand on a un trimestre de baisse, on s'attend souvent à avoir un effet de rattrapage le trimestre suivant. Et donc, avec ces chèques qui sont arrivés, une consommation qui devrait encore tenir de manière assez forte au cours du prochain trimestre, la poursuite de la réouverture de l'économie, le restockage qui devrait avoir lieu, en tout cas si les entreprises réussissent à restocker, ça laisse des perspectives de croissance encore très fortes pour le prochain trimestre aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En Europe, pas grand-chose à dire de plus finalement. Ça évolue vraiment au gré de la pandémie, comme depuis un an, avec, on le voit, ces yo-yo entre les différentes zones économiques européennes. On l'a vu notamment avec la France qui rebondit parce que le confinement avait été plus important au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. J'aurais tendance quand même à avoir un côté assez optimiste sur l'Europe. Je pense que le plan de relance américain va bénéficier à l'économie mondiale et pas uniquement à l'économie européenne. La consommation américaine va tirer l'ensemble des économies mondiales à la hausse. Ça va être un côté très positif pour nous. Il va y avoir leur démarrage également avec la fin des mesures de confinement, les progrès du programme de vaccination qui n'a finalement que 2 à 3 mois de retard par rapport au plan de vaccination américain. On est sur un rythme de vaccination qui est très important maintenant également en Europe. Et puis, un petit peu plus tard, on aura le temps d'en reparler peut-être tout à l'heure, le plan de relance européen qui va finir par arriver et qui offre des perspectives de poursuite de croissance pour l'année prochaine. Est-ce qu'il faut se méfier d'un risque d'entrave quand même sur ce phénomène de reprise, d'accélération de la reprise encore aux États-Unis, François, en lien notamment avec les pénuries et la pénurie principale peut-être de semi-conducteurs qui fait les gros titres de plus en plus. On est en pleine période de publication des résultats d'entreprise et on l'a vu quand même dans les conférences analystes. Alors l'inflation sous toutes ses formes ressort, le coût des matières premières, le coût des intrants, le coût de la main-d'œuvre, pourquoi pas. Et puis le phénomène de pénurie de semi-conducteurs, on a vu que ça commence à peser dans le discours des constructeurs automobiles, dans le discours y compris de géants de la tech. Apple n'en a pas souffert visiblement au premier trimestre, mais nous prévient qu'il y aura peut-être 2 à 3 milliards de dollars de ventes d'iPad en moins au cours du deuxième trimestre, et ainsi de suite. Est-ce que ça peut être quand même le petit grain de sable qui viendrait, je ne sais pas, créer de mauvaises surprises peut-être dans cette phase de reprise qu'on espère tous comme optimale d'une certaine manière, François? Finalement, on parle souvent effectivement de croissance potentielle, et la croissance potentielle, c'est finalement la croissance de l'offre. Et aujourd'hui, on se rend compte que le plan de relance américain, qui est exclusivement tourné vers la demande, fait que la demande l'offre ne sera peut-être pas en mesure de répondre au stimulus très important qu'on a sur la demande. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas extrapoler le rythme de croissance que l'on voit aux États-Unis au cours des trimestres actuels. Il faut avoir conscience que le plan de relance est un plan de relance qui est finalement de la dopamine de très court terme. Qui sert la demande, mais qui ne fait absolument rien sur l'offre. Et donc, finalement, je pense qu'il serait très délicat d'extrapoler ce cycle de croissance aux États-Unis. On a vu un précédent cycle économique qui était très très long. On en parlait en 2018 en se disant qu'on était sur un des cycles les plus longs de l'histoire de l'économie américaine. Je pense que là, on va être sur un cycle qui va être très différent. Il est beaucoup plus rapide
que le précédent, qui était un des plus longs mais un des plus lents. Là, on est sur un des plus rapides, mais on sera possiblement sur un des plus courts. En tout cas, le pendant qu'on devrait voir à la rapidité de la reprise. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ces pénuries qu'on voit sur les semi-conducteurs, mais les semi-conducteurs, c'est la partie émergée de l'iceberg. On a également des pénuries sur le bois. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, la construction repart assez fortement. Beaucoup de maisons sont construites en bois aux États-Unis. Le prix du bois a été multiplié par 4 au cours des 2 dernières années, et avec une envolée des prix du bois au cours des derniers mois. Si on prend les prix du cuivre également, on est sur une progression très importante depuis maintenant un an. On a les prix du fret maritime qui augmentent très fortement, donc on voit bien que ces goulots d'étranglement, ils arrivent et qu'on a finalement un cap sur l'offre. Qu'est-ce que ça risque de faire ? Ça risque de faire une augmentation de l'inflation. On en parlera aussi peut-être un petit peu par la suite, mais l'inflation, les banques centrales l'appellent de leur vœu quand elle est faible, mais maintenant qu'on est sur des niveaux d'inflation qui sont plus si faibles que ça va quand même mettre du pouvoir d'achat en moins. Et si on se retrouve dans une deuxième partie de l'année américaine, c'est-à-dire, je parle plutôt à partir du 4e trimestre, à avoir une inflation qui est haute, et puis des mesures de soutien fiscal qui sont plus faibles, avec les chèques qui ont été distribués il y a un certain temps déjà, la baisse des allocations chômage qui devrait intervenir à la fin du 3e trimestre. Il est fort possible qu'on ait des revenus réels aux États-Unis, donc des revenus défalqués de l'inflation, qui s'orientent en forte baisse à partir de la fin de l'année et pour l'année 2022, et que finalement cette croissance, elle ait du mal à soutenir le rythme que l'on voit au cours de l'année 2021, et qu'on ait un essoufflement de croissance pour l'économie américaine à partir de la fin d'année, début d'année prochaine. Franck, je m'arrête quand même sur cette histoire de semi-conducteurs qui fait encore une fois les gros titres, et ça devient un sujet macro. J'ai vu les instituts en Allemagne, alors dans des pays très industriels, tournés vers l'automobile, etc. Ça devient un vrai sujet macro quand même. Est-ce qu'on prend pas un risque de déception quand même sur la croissance, la reprise en Europe qui est encore devant nous avec ces phénomènes de pénurie? Et puis effectivement, c'est un sujet qui nous amène à parler de l'inflation, du caractère transitoire ou peut-être plus profond que ce qu'on imagine de l'inflation déjà présente et celle à venir. Oui, alors, sur le semi-conducteur, je ne suis absolument pas un expert là-dessus, mais ça fait partie effectivement des grains de sable. Et il faut pas s'imaginer qu'on puisse repartir et retrouver les niveaux de croissance et le sentier de croissance qu'on avait avant crise rapidement. Et quand vous regardez en fait ce qu'anticipent les grands organismes de conjoncture, c'est que les États-Unis retrouveront le sentier de croissance, donc là, non seulement le niveau de croissance qui prévalait avant la crise, mais aussi la croissance qu'on a perdue par rapport à la tendance, seulement à la moitié de 2022. Donc on a encore, grosso modo, un an devant nous aux États-Unis, mais c'est 2 ans en zone euro. Donc cette crise, ça va laisser des traces. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moyens absolument considérables mis en œuvre, avec un policy mix extrêmement agressif aux États-Unis, légèrement moins en Europe, mais qu'on explique aussi par l'existence de ces fameux stabilisateurs automatiques qui n'existent pas réellement aux États-Unis. Mais voilà, on en a encore pour 2 ans. On en a encore pour 2 ans en Europe pour retrouver le sentier de croissance. Et je suis complètement d'accord avec l'analyse sur le profil de croissance qu'on peut anticiper sur 2021-2022. Bon, on le voit, 2021, ça va être 6,5% de croissance à peu près aux États-Unis, 4% probablement en 2022. Donc on a ce phénomène de rattrapage aux États-Unis. Mais ce qui va réellement faire 2022, ce sont les créations d'emplois. Donc on est sur un rythme de 900 000 créations d'emplois par mois. C'est absolument considérable. Mais il y a encore à peu près 8,7 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés depuis la reprise qu'on observe aux États-Unis. Et c'est là que le bas blesse, et c'est là l'objectif central en fait de la Réserve fédérale. Et donc, faisons le lien, allons-y. Le caractère transitoire de l'inflation et la réserve d'emploi aux États-Unis, ce sont les 2 arguments très forts de Jérôme Powell, de la Réserve fédérale américaine, pour nous dire, c'est ce qu'il nous a répété encore cette semaine, qu'il n'était
même pas temps encore d'engager officiellement la discussion sur une réduction graduelle du soutien quantitatif, le fameux tapering. Comment vous comprenez ce message à ce stade de l'année, de la reprise économique américaine? Est-ce que c'est une position solide, très solide, qui peut durer encore du côté de la Fed, ou est-ce que c'est une position qui devient un peu plus challenging? Plus le temps passe, plus cette position va devenir effectivement challenging, parce qu'il y a une dimension de risque qui est attachée à ça. Donc on a un discours extrêmement dovish, qui est extrêmement rassurant pour les investisseurs à court terme. C'est exactement ce qu'on veut entendre. On est habitué à la liquidité banque centrale et on s'en accommode très bien. Et vous remarquez que les marchés apprécient, que ce soit les marchés actions aux États-Unis, au plus haut sur Nasdaq, ou les marchés de taux se sont stabilisés entre deux eaux sur des niveaux autour d'1,60 sur les taux d'emprunt d'État américains à 10 ans. Mais à moyen terme, on peut néanmoins s'interroger, parce qu'on a une Fed qui nous dit qu'elle est résolument behind the curve, ça veut dire qu'elle est dans un mode réactif et pas proactif. Behind the curve, alors même que les paramètres de réglage de la politique monétaire évolue. Donc on est dans une expérimentation sur ce qu'on appelle l'inflation targeting. Donc la Fed cible une inflation. Très bien, donc on ne connaît pas franchement encore la fonction de réaction l'inflation moyenne, de la Fed. Ouais. Voilà, l'inflation moyenne. Et le deuxième point, c'est qu'on est en plus dans un contexte de reprise économique absolument bouillant. Donc avec une croissance quand même qui est très très forte. Et on va avoir ce pic d'inflation devant nous. Bon, il est bien documenté, ça va pas être franchement une surprise. Mais ce que les investisseurs vont réellement guetter, et c'est le point sur lequel la Fed insiste depuis des mois, c'est sur le caractère réellement transitoire, en fait temporaire, de ce pic d'inflation. Et là, c'est là où est la dimension de Paris. Pour l'instant, c'est un scénario qui est complètement acheté par les marchés. On s'aperçoit que les anticipations d'inflation, que ce soit via les anticipations moyen terme, via les swaps d'inflation, 55 ans, qui ont légèrement augmenté, mais on n'est pas rien de grave, ou alors les break-even d'inflation. Et ça, c'est intéressant. On est à quoi ? C'est 2,30, 2,40 pour donner une idée de ces anticipations 55 ans ou les break-even 10 ans. Oui, c'est ça. On est autour de 2,40. On est autour de 2,40. Et surtout, dans les anticipations d'inflation, on a une cloche. Donc le marché achète ce scénario. Très bien. Mais il y a une dimension de risque. Et il y a peut-être même, quand on analyse en fait le positionnement de la Fed, il y a peut-être même une dimension politique. Moi, je ne serais pas du tout étonné que la Fed soit assez confortable avec une économie américaine en surchauffe. Et ce serait parfaitement aligné avec l'agenda politique de la nouvelle administration américaine qui veut lutter très fermement contre les inégalités. Et une économie américaine en surchauffe, ça veut dire beaucoup plus d'emplois. Et beaucoup plus d'emplois, notamment pour les travailleurs les moins qualifiés. Parce que ceux-là, ils n'ont pas retrouvé encore de job. Mais moi j'ai même l'impression que c'est l'objectif explicite de l'administration américaine dans son ensemble aujourd'hui, Fed comprise, Franck. Mais je pense que ça devient de plus en plus clair. Vous dites, c'est le mandat sur lequel Joe Biden est élu aujourd'hui. Oui, enfin la Banque centrale est censée être indépendante. Certes. Donc, et cette dimension de Paris, elle tient aussi peut-être à une sous-évaluation du délai de transmission de la politique monétaire dans l'économie. Et attention à ça, parce que penser qu'on puisse régler l'inflation d'une façon extrêmement fine et la contrôler quand on est une banque centrale, surtout dans un contexte de hausse de l'inflation, c'est une gageure. Et c'est un vrai défi. Comment on peut expliquer le chemin, justement, sur cette idée de risque, peut-être de pari risqué, parce que vous le dites, il y a plus de 8 millions de jobs et j'imagine que si on regarde peut-être le marché du travail élargi, c'est peut-être 10 millions encore qui manquent. Je veux dire, à rythme de recréation d'emplois d'1 million par mois, c'est assez simple. Ça nous donne quand même encore plusieurs trimestres avant de revenir peut-être proche d'un niveau qui serait estimé le niveau de plein emploi. On était à 3,5 de taux de chômage sous Trump. On n'a pas eu une inflation salariale délirante, même à ce niveau de taux de chômage historiquement bas sous l'ère Trump. Comment les choses pourraient être différentes cette fois, Franck ? C'est le contre-argument en fait. C'est le contre-argument. Le contre-argument, c'est ça, c'est de se dire, mais attention, regardez, dans un monde de plein emploi qu'on a déjà connu, c'était le monde d'avant,
la courbe de Phillips c'était mort en fait. Il n'y avait pas de corrélation entre le niveau d'emploi et les salaires. Il fallait aller extrêmement loin dans le niveau d'emploi pour commencer à voir cette courbe de Phillips revivre un peu, quoi. Oui, mais là, on a une politique quand même de relance économique extrêmement forte, qui a pour but de rehausser la croissance potentielle aux États-Unis, qui est tombée sur des niveaux bien bas. La croissance potentielle américaine, elle est au niveau de 1,7%, elle était à 3% au début des années 2000, et 1,7% ne tient pas en compte, en fait, les cicatrices qui vont être laissées par cette crise. Donc, le souhait de l'administration américaine, c'est de rehausser réellement cette croissance américaine dans une confrontation stratégique avec la Chine aussi. Je crois que les États-Unis n'ont pas du tout abandonné l'idée de rester la première économie et la première puissance mondiale. Donc il y a une dimension aussi géopolitique et stratégique qui est attachée à ça. Et quelque part, on va rentrer aussi dans un nouveau paradigme. Et on peut aussi penser que ce policy mix extrêmement agressif va accompagner l'économie américaine pendant un certain temps. Donc avec une certaine pérennité. Alors certainement pas sur le même niveau de réglage, parce qu'on est quand même très très loin là, dans la politique budgétaire, dans la politique monétaire, mais on peut imaginer, compte tenu de la dimension stratégique qui est attachée à cela, qu'on rentre quand même dans un autre paradigme. Et donc si c'est un risque, effectivement, c'est un risque qui doit être pris en compte par les marchés, même si ce n'est pas le scénario central, ce risque qui doit se matérialiser quand même dans les marchés. Oui, alors tout ça c'est beaucoup de conjectures quand même. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, mais c'est vrai que les marchés sont extrêmement sereins et confortables, et il faut faire attention, on n'est pas à l'abri d'une erreur de politique monétaire. Bon, François Collet, alors voilà, encore une fois, 2 gérants obligataires, et vous faites très attention aux risques, effectivement, l'inflation, le retour de l'inflation. Ceux qui vous écoutent dans l'émission, François, savent que vous êtes effectivement sur l'idée que ce risque doit être pris en compte par les marchés. Est-ce qu'il est correctement pris en compte aujourd'hui par les marchés ? Et puis même question, comment est-ce que cette fois ça pourrait être différent, avec encore 8-10 millions de réservoirs d'emploi aux États-Unis, des cicatrices peut-être à prévoir de cette crise de manière durable. Pourquoi est-ce que cette fois ce serait différent ? Oui, bon, ce qui est différent, c'est le policy mix qui est mis en place, c'est-à-dire qu'on fait, comme le disait Franck, des expérimentations qui n'ont jamais été faites par le passé. On arrive à des niveaux de dette qui sont tout simplement gigantesques. Que les seules fois où on a vu des augmentations de niveau de dette publique de ces ordres-là, c'était pendant les phases de guerre, et ça s'est toujours fini par de l'inflation pour venir gommer en partie le fardeau de la dette. Donc ça c'est la première chose, mais c'est quelque chose de long terme. Après, sur le plan conjoncturel, ça va être assez difficile. Je pense que le challenge de la Fed de réussir à relancer à la fois l'inflation et l'emploi va être compliqué, parce que relancer l'inflation, et pas uniquement de manière transitoire, c'est réussir à enclencher la boucle prix-salaire. Et ça va quand même être difficile si les salaires augmentent pour les personnes les moins qualifiées de retrouver un emploi. Si vous augmentez le coût du travail à $15 de l'heure, comme souhaite le faire l'administration américaine sur notamment les entreprises qui ont des contrats avec l'administration fédérale, ça va être beaucoup plus difficile pour ces entreprises d'embaucher, et donc plus difficile pour les salariés peu qualifiés de retrouver un emploi. Donc je pense que ce double objectif va être difficile. De ce côté-là, ça ne va pas être évident pour la Fed. Après, ce que je partage aussi, c'est sur le fait que si on a effectivement une inflation qui monte, ça risque. En théorie, c'est très facile de limiter l'inflation pour une banque centrale. Il suffit de remonter ses taux, il suffit de provoquer une récession. Ça a déjà été fait par le passé aux États-Unis, ça a déjà été fait par le passé en Allemagne après la réunification. C'est fait de manière assez régulière dans certains pays émergents. Néanmoins, c'est toujours plus facile pour un banquier central d'être vu comme le Père Noël que d'être vu comme le Père Fouettard. Et là-dessus, pour l'instant, les banquiers centraux sont tous dans le rôle du Père Noël. On a vu en Turquie le chef de la banque centrale turque justement remonter ses taux et faire endosser ce costume du Père Fouettard. Bon, il n'a pas fait long feu finalement, il a été licencié
assez rapidement. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour les banquiers centraux de faire justement cette inflexion qu'on attend, et c'est pour ça qu'elles seront effectivement très en retard sur les niveaux d'inflation. Bon. Très en retard dans votre esprit, là, François, pour les décisions qui seraient à prendre au cours de l'année 2021 du côté de la Fed. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un calendrier ? Est-ce que oui, il y aura à un moment une annonce cette année d'une réduction très progressive de la politique de bilan, hein. Je ne parle même pas de hausse de taux qui sont dans le marché peut-être pour fin 2022, début 2023. Mais déjà, la première séquence de acheter un petit peu moins que 80 milliards de trésorerie par mois, est-ce que vous la voyez cette année, François ? Oui, je pense que ce sera annoncé au courant de l'été, peut-être même au mois de juin. On verra. Certains membres de la Fed ont parlé du fait que d'un taux de vaccination entre 70 et 75% de la population américaine pour commencer à évoquer le sujet du tapering. Donc c'est quelque chose qui devra arriver au cours de cet été. On a certaines banques centrales qui ont déjà commencé à le faire, hein. La Banque du Canada, la semaine dernière, a annoncé le début du tapering, donc la réduction de ses achats qui était fait à un rythme de 4 milliards par semaine à un rythme de 3 milliards par semaine à partir de la fin du mois d'avril. La Banque de Nouvelle-Zélande a également commencé son tapering depuis déjà quelques temps. Ça fait déjà 2 mois qu'ils le font de manière toutes les semaines. Ils achètent un petit peu moins que la semaine précédente de titres du gouvernement néo-zélandais. Donc la BOE devrait l'annoncer possiblement la semaine prochaine ou au mois de juin. Donc on voit un changement de discours de l'ensemble des banquiers centraux, mais c'est sûr que le gros morceau, c'est la Fed. Et c'est là que c'est la Fed que tout le marché attend. Je pense qu'ils devraient quand même l'annoncer ou commencer à discuter de ce sujet-là, ou dire qu'ils en discutent lors de la réunion du mois de juin, au plus tard au cours de cet été, et que le tapering devrait commencer à être effectif soit en toute fin d'année, soit en début d'année 2022. Et comme ils ont bien annoncé qu'ils prépareraient le marché à ça, il va falloir qu'ils commencent à l'annoncer de toute façon au cours de l'été. Franck, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nuances sur le calendrier chez Allianz, là, le calendrier qui est présenté par François, ça vous paraît cohérent ? Et est-ce que la Fed a les capacités aussi à déconnecter la séquence de réduction de son bilan, enfin des achats qu'elle met au bilan aujourd'hui, de sa politique de taux, qui reste quand même aussi un outil de politique monétaire avec des taux à zéro aujourd'hui. C'est vrai qu'on est très attaché au tapering, mais ce qu'il faut voir, et ce qui va réellement impacter les marchés, c'est la politique de gestion du bilan qui va suivre. Parce qu'en fait, dans une politique d'achat de titres, au-delà d'un certain seuil d'accumulation de titres au bilan d'une banque centrale, c'est pas tellement les flux qui comptent, mais c'est le stock. Et c'est le réinvestissement du stock qui peut être très supérieur. Plus le réinvestissements sont importants. Exactement. Ouais. Donc, mais néanmoins, c'est un rendez-vous évidemment pour les marchés. Hein. On a tous en tête 2013, pardon. Mais justement, est-ce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec 2013 ? On en parle tous les jours, on parle que de ça. 2013, c'était une grosse erreur de politique monétaire. Là, je pense qu'il y a une courbe d'expérience quand même qui s'est construite et que la Fed veut éviter à tout prix ça. Mais il faut savoir aussi que le scénario là qui se déroule sur la taux, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le scénario sans doute idéal pour la Fed. On a quand même un ajustement graduel à la hausse des taux obligataires aux États-Unis, donc avec une pente qui devient quand même extrêmement forte. Donc ça c'est bien, ça redonne un peu d'oxygène aux banques, mais surtout ça permet finalement d'avoir un ajustement de marché sur ce tournant à venir de la politique monétaire, et donc quelque part, ça fait partie de cette préparation, même si la Fed n'a rien dit. Mais les investisseurs, de toute façon, en partant d'un poids si bas, parce qu'on a atteint quand même 0,5% sur la trésorerie à 10 ans en 2020, se sont dit que c'était pas tenable, évidemment. Et on peut se dire aussi qu'un niveau actuel de 1,6% sur la trésorerie à 10 ans, dans un contexte de croissance nominale aux États-Unis qui va flirter avec les 9% cette année, c'est pas non plus très aligné, très cohérent. Donc il y a encore sans doute un petit peu de chemin à faire sur l'ajustement à la hausse des taux longs, mais plus les taux longs auront corrigé, et finalement plus ce tapering devrait passer sans trop de mal. Enfin, c'est sans doute aussi le calcul de la Fed. Bon.
C'est une ligne de crête, quoi. On comprend quand même qu'il marche sur un fil, c'est du fine-tuning. Il y a une réunion en juin, effectivement, qui sera peut-être une réunion importante avec de nouvelles projections économiques pour la Réserve fédérale américaine. Il nous reste quelques minutes quand même pour dire un mot de l'Europe. Alors, dans l'actualité, on a parlé des chiffres de croissance qui sont un peu périmés, puisque la réouverture est encore à venir et que c'est quand même ce qu'on attend tous. Et puis le sujet de la relance, enfin, je ne sais pas si on l'appelle relance, si on l'appelle soutien économique dans une phase de sortie de crise pandémique. Donc il y a le programme européen, tous les programmes nationaux sont envoyés cette semaine à Bruxelles pour validation, donc c'est des dizaines de milliers de pages à l'européenne évidemment qui vont être analysées et puis validées. Parmi tout ça, il y a quand même le pari italien de Mario Draghi qui est peut-être le pari le plus spectaculaire. Est-ce qu'il joue gros, Mario Draghi, là, avec je sais pas, plus de 200-250 milliards d'euros peut-être de dépenses budgétaire prête à être injectée dans l'économie italienne, avec un gros soutien, bien sûr, et de la BCE et de Bruxelles. Oui, on peut que saluer ce soutien, parce que quand vous regardez les chiffres italiens, c'est vrai que le constat est sévère. On a une croissance potentielle qui est négative ou nulle, en fait, en Italie. Donc, tout l'enjeu, effectivement, de ces plans, c'est de créer les conditions pour recréer de la croissance potentielle en Italie. Et ça, c'est absolument majeur. Mais il en va de l'intégrité de la zone euro, en fait. Puisque, enfin, on voit tous les débats autour de cette hétérogénéité de la zone euro qui s'est accrue à l'occasion de la crise. On n'avait pas besoin de ça. Donc, on a eu vraiment une espèce de catalyseur là, des divergences structurelles au sein de la zone euro qui est à l'œuvre. Donc, ces plans-là sont évidemment bienvenus pour essayer de redonner des perspectives de croissance à l'Italie et pour éviter un débat très très délicat, très très dur sur quelle est la rationalité d'avoir une monnaie unique dans une zone euro aussi hétérogène. On a toujours jeté un voile pudique là-dessus, enfin on le sait, ça fait partie quelque part du péché original, mais parce que l'euro était surtout un projet politique. Mais si on veut pérenniser l'euro comme monnaie unique d'une zone intégrée, il faut effectivement se donner les moyens de rehausser la croissance potentielle dans les pays qui en ont vraiment besoin. Est-ce qu'il a un peu de temps devant lui, Mario Draghi, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même des résultats visibles, rapides? Est-ce qu'encore une fois, c'est un plan qui va porter ses fruits rapidement, ou est-ce qu'il va falloir attendre des années peut-être avant de constater a posteriori les effets d'un plan de réforme aussi, Il y a un peu les deux dans cette histoire italienne. Tout ça va s'étaler dans le temps, c'est absolument évident, mais c'est aussi un choc de confiance énorme. Ouais. Et Draghi incarne la confiance. Sa personne même incarne la confiance, à la fois dans son pays, mais aussi au sein des institutions européennes, et au-delà. La BCE le suit ou pas ? Est-ce que dans les achats que réalise la BCE, est-ce que l'Italie fait partie des pays qui sont surveillés, soutenus, très soutenus par la politique de la Banque Centrale Européenne ? Oui. Alors, il y avait une petite faute là dès le départ de Christine Lagarde au début de son mandat, quand elle a dit qu'effectivement on ne regardait pas les spreads. En fait, bien sûr, la BCE regarde les spreads, bien évidemment, parce qu'elle lutte, pour employer ces termes, contre la fragmentation financière. Ouais. Donc ce qu'elle veut, c'est que la politique monétaire ait le même impact et la même bonne transmission dans tous les pays de la zone euro. Et donc le niveau de refinancement des différents pays, c'est un élément clé pour la bonne transmission de la politique monétaire. Donc c'est très important. Et vous constatez que les spreads de l'Italie contre le Bund notamment, c'est plutôt stabilisé sur des niveaux bas historiquement. Donc ça marche plutôt pas mal. Moi je constatais, mais de manière très microscopique, que c'était peut-être un petit peu écarté ces derniers temps. Ça s'est écarté de 20 BP par rapport au plus bas, mais enfin le plus bas était un plus bas assez remarquable. Donc c'est pas un signe de défiance, il ne faut pas prendre ça comme un signe de défiance. Je pense pas, là vous regardez, vous prenez votre loupe là. Oui, il faut que je range le microscope. Pour conclure avec vous, peut-être François, sur l'Europe, et vous nous le disiez dès le début de l'entretien, que vous étiez plutôt positif sur l'Europe. Alors comment est-ce que ça s'exprime ? Qu'est-ce qui fonde votre optimisme sur l'Europe ? François, est-ce que l'Italie, Mario Draghi, encore une fois, c'est peut-être le plan le plus audacieux, le plus spectaculaire pour un pays qui est jugé comme étant le perdant structurel de la zone euro? Je pense qu'il y a deux choses en fait sur lesquelles qui fondent mon optimisme, ou plusieurs choses. Le rattrapage bien sûr de l'économie européenne qui va avoir lieu avec le retour de l'ouverture des économies. Ça c'est le premier point. On peut citer également un alignement des planètes sur le plan politique, avec quand on prend tous les pays européens
On a des gouvernements qui sont très largement pro-euro, même en Allemagne, où finalement le pays qui est gouverné par la CDU, on voit que la CDU a mis beaucoup d'eau dans son vin. On est loin du temps de la crise souveraine grecque où on voulait faire payer les Grecs. La CDU a mis beaucoup d'eau dans son vin, et puis leur principale force d'opposition politique, qui est au coude à coude avec eux maintenant, ce sont les Verts, qui sont ouvertement europhiles. Aux Pays-Bas également, on a eu des élections qui sont un petit peu plus, qui laissent un petit peu plus la main libre, le champ libre au Premier ministre néerlandais. Et donc je pense qu'on a vraiment un temps politique favorable pour une poursuite de la construction de la zone euro, pour une poursuite de l'intégration fiscale européenne qui a fait une belle avancée l'année dernière, ce mouvement hamiltonien dont on a parlé. Je pense qu'il peut se poursuivre encore au cours des 6 prochains mois. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et puis ensuite, l'autre chose, on en parle peu du plan de relance européen parce que effectivement, il va avoir lieu principalement à partir de 2022. L'Union européenne va commencer à emprunter sur les marchés cet été, et puis elle va débourser l'argent petit à petit dans la deuxième partie de l'année qu'elle va distribuer aux pays qui l'utiliseront a priori à plein entre 2022 et 2026. C'est quand même 150 milliards d'euros par an. C'est 1% du PIB européen par an. Alors, c'est toujours difficile d'avoir une idée du multiplicateur qu'on peut attendre, mais ça pourrait doper la croissance européenne de l'ordre de 1% entre 2022 et 2026. Et quand on voit qu'on part d'un niveau qui est relativement faible sur la croissance européenne, ça pourrait nous laisser envisager une croissance en 2021 qui va être forte, une croissance en 2022 aussi qui va subir le rattrapage. Mais au-delà de ça, on aurait sans doute une croissance européenne aux alentours de 2%, 1% de potentiel, plus 1% supplémentaire lié à ce plan de relance européen. Donc moi, j'ai plutôt tendance à voir les choses du côté optimiste sur la zone euro pour les prochaines années. Mais je crois qu'on va rester sur cette note d'optimisme concernant la zone euro. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir. François Collet, qui était en visioconférence, gérant obligataire chez DNCA Investments, et Franck Dixmy à mes côtés en plateau. Merci Franck d'avoir été là. Directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et Romain Daubry à mes côtés en plateau ce soir, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Gérard. On parle de saisonnalité des marchés, ça tombe bien puisqu'on va attaquer le mois de mai avec ce vieil adage boursier, un des plus connus peut-être, vendez en mai et partez tranquille pour revenir un peu plus tard à l'automne, sell in May and go away. C'est un adage qu'on entend chaque année à l'arrivée du mois de mai. Juste déjà, qu'est-ce que c'est que la saisonnalité des marchés ? Est-ce qu'il y a une définition ? Parce qu'on ne parle pas de cycle de marché, c'est différent. On parlait des cycles cette semaine avec Julien Nebenzal, Valérie Gastaldi. La saisonnalité, c'est pas leur truc. Eux, c'est les cycles. La saisonnalité, c'est autre chose. Exactement, tout à fait. C'est différent. Il y a des très belles démonstrations et c'est pas du tout le même. C'est pas le même sujet. Ça s'approche, mais c'est pas le même sujet. La saisonnalité, déjà, c'est quelque chose de plus. C'est très très précis. Et en fait, c'est les tendances qu'ont les marchés à se mouvoir dans une direction donnée à certaines périodes de l'année. Ça, c'est Dixit John Murphy, donc un des parents de l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc effectivement, c'est à distinguer des cycles, même si on peut trouver des corrélations par moment. Donc oui, c'est ça, c'est le principe de déterminer s'il se passe des choses de façon récurrente sur les marchés en général. Alors avant qu'on en vienne au sell in May and go away, qui nous intéresse quand même, ce qui est intéressant, c'est que il y a des saisonnalités en fonction de différentes classes d'actifs. Et vous dites une des plus connues, par exemple, évidemment, ça paraît évident dit comme ça, mais c'est sur les marchés de matières premières agricoles avec les céréales. Oui, c'est la plus connue sur les céréales. Et effectivement, c'est le cas. On sait qu'au moment de la récolte, l'offre est plus abondante et évidemment, on forme le point bas puisqu'il y a de l'offre et donc les prix baissent à ce moment-là. Ça, c'est le plus connu. Il y a d'ailleurs un terme consacré, c'est le February Break pour le blé et le soja qui donc baissent de fin décembre à début janvier pour aller former en général un point bas fin février. C'est assez connu, assez identifié. Ça, c'est assez intuitif. On l'imagine bien. Il y en a effectivement sur d'autres matières premières notamment et c'est sur les matières premières que c'est souvent le plus flagrant. Oui. Ouais, c'est intéressant.
intéressant. Alors sur le cuivre, là, on a parlé du cuivre cette semaine à plus de 10 000 $ la tonne métrique, c'est ça, hein? Voilà. Et qui forment des plus hauts récents. Et effectivement, on constate qu'ils montent en général en janvier et février pour aller culminer en mars-avril. Non, mais voilà, très bien. Donc on verra dans quelques semaines ou quelques mois si on a fait le point haut du cuivre là au cours du mois d'avril. Ouais, alors évidemment tout ça ce sont des statistiques, hein, et il faut le rappeler. Donc ce sont des moyennes qui sont basées sur plusieurs dizaines d'années, c'est ça. 50 à 70 ans de data. Comme des historiques qui sont très longs. Des historiques qui sont longs et avec des ratios qui sont quand même assez marqués. Et donc quand on arrête des mois comme ça, c'est que ça se vérifie assez bien. Ouais. C'est ça, c'est pas des règles automatiques, mais ça donne quand même un niveau de confiance ou de probabilité, on va dire, qui est assez fort. Qui est à prendre en compte. Qui est à prendre en compte. Bon, l'argent aussi, on parle beaucoup de l'argent en ce moment. Alors c'est quoi la saisonnalité de l'argent, Romain ? L'argent marque en général ses points bas en janvier et avec des prix plus élevés au mois de mars. Là, ça n'a pas été flagrant. L'argent est toujours assez compliqué à travailler. On a marqué un point bas en janvier. On a rebondi dessus sur le même niveau à peu près, un tout petit peu plus bas au mois de mars. Donc là, la saisonnalité n'est pas forcément flagrante, mais pour cette année en tout cas. Mais en tout cas, c'est les curseurs à garder en tête. Ouais. Puis le pétrole aussi. Alors c'est vrai que le pétrole, la météo est souvent un facteur aussi important pour la matière première énergétique. Là, voilà, on comprend mieux pour le pétrole. Il forme en général ses sommets en octobre et c'est creux à la fin de l'hiver. En revanche, depuis 83, il y a une meilleure période de performance qui a été identifiée de 83 à 2013. C'est Delquist et Kirkpatrick qui l'indiquent, avec une période qui est de juillet à septembre, qui est la meilleure période, et puis un mois le plus faible qui est le mois d'octobre. Donc ça confirme quand même toujours ce pic au mois d'octobre, en effet. Bon, et puis même sur les devises, il y a une saisonnalité sur le dollar, il y a une saisonnalité sur les obligations du Trésor aux États-Unis aussi, Romain ? Oui, tout à fait. Le dollar formerait son creux au mois de janvier. Quant aux obligations, les hausses significatives seraient marquées au mois de janvier. On marque a priori les prix seraient plus faibles au premier trimestre et tendraient à être plus soutenus au second trimestre. C'est intéressant puisque ça permet d'avoir des déductions sur les taux d'intérêt qui évoluent eux en sens inverse et qui donc baissent en été et en automne et auraient tendance à monter en hiver et au printemps. Et donc, les marchés actions qui nous intéressent. Alors, saisonnalité des marchés actions, mythe ou réalité, Romain ? Alors oui, il y a une saisonnalité, elle est bien identifiée. Il y a pas mal d'études sur le sujet. Il y en a une qui est très connue, qui est probablement la plus exhaustive, en tout cas la plus large. C'est celle de Ben Jacobsen et Sherry Zhang, qui date de 2012. Ils ont étudié 300 années de cycle dans 108 pays. D'accord. Donc c'est large et il est clair que la période novembre-avril, donc le vaccin Pfizer jusqu'à ce soir, surperforme très largement la période mai-octobre. C'est le cas quasiment 9 fois sur 10 de la surperformance et c'est de plus en plus marqué depuis une dizaine d'années. Oui, c'est d'ailleurs intéressant de le prendre dans ce sens-là parce que l'adage boursier dit sell on May and go away. Effectivement, à partir du mois de mai, on a l'impression qu'il se passera plus rien, mais il faut regarder en fait la période inverse, c'est-à-dire c'est de novembre à avril, donc c'est sell in May and go away et il faut come back en novembre, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ce qu'on dit début octobre. Début octobre, voilà. Revenir à peu près à ce moment-là sur le marché. Ça, c'est ce que dit l'adage. Bon. Et alors ? Et en fait, c'est contre-intuitif et on va voir que, voilà, déjà, si vous voulez décomposer un peu On peut être un peu plus fin que ça. On peut être un peu plus fin que ça. En fait, c'est que, effectivement, cette surperformance de la période novembre à avril est très nette, elle est très marquée, on va le voir. En revanche, bien, il y a un truc qui est contre-intuitif, c'est que c'est pas parce qu'on vend au mois de mai et qu'on rachète au mois d'octobre qu'on va le faire au bon moment. Les mois qui suivent, donc de mai à octobre, sont des mois qui sous-performent. Ça ne veut pas dire qu'ils soient nécessairement des mois de baisse, et donc ça ne veut pas dire qu'on vend nécessairement au meilleur moment, ni qu'on rachètera au bon moment en rachetant au mois d'octobre. Ça voudrait dire que ce serait point haut et point bas à ces mois-là. Donc les études montrent qu'on sous-performe quand on vend au mois de mai et qu'on rachète au mois d'octobre, par rapport à des stratégies de buy and hold, enfin de conserver des positions, de conserver des positions sans les vendre. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de signal, enfin, je veux dire, le mois de mai la baisse en mai peut se former à la fin du mois de mai. Donc, vendre le 1er mai de manière systématique, automatique, c'est pas forcément, ça fait pas une stratégie de marché, ça fait pas une stratégie d'investissement. On peut tenir compte du fait que c'est un mois plus faible et que, effectivement, quand on vient d'un rallye important avant, on peut être un peu plus prudent, par exemple. Mais c'est pas une stratégie en soi que de vendre au mois de mai. Et encore une fois, si on l'applique à la lettre et sur plus de 100 années de data, on constate qu'on
sous-performerait le fait de conserver ses positions. Bon, et alors justement, si on regarde mois par mois, est-ce qu'il y a des périodes un peu spécifiques qui se dégagent en termes de sous-performance, de force, de faiblesse? Oui, c'est très identifié. Donc la période novembre-janvier est vraiment la période la plus forte, clairement. Elle englobe d'ailleurs, c'est intéressant, le rallye de fin d'année. Donc, est-ce que l'un dépend de l'autre? Difficile de le dire, mais en tout cas, il y a effectivement cette période de rallye de fin d'année. Et on constate que le mois de décembre est en hausse à peu près 75% du temps, un peu moins que ça. Donc, il y a effectivement un phénomène fort qui se joue à ce moment-là. Le mois de février est plus faible en général. Mars et avril sont des mois forts. On vient de le constater. Le mois d'avril vient de progresser sur le CAC 40 de plus de 30%. Il vient de clôturer ce soir. Les mois de mai et juin sont des mois un peu plus lourds en général. Juillet, on constate qu'il y a une reprise de marché. Et le pire mois de l'année, clairement, et sur tous les indices, c'est le mois de septembre qui est quasiment systématiquement négatif. Enfin, en tout cas, en statistique sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment le mois qui est baissier et le mois le plus marqué. Et après 300 ans d'études sur plus de 100 pays, on arrive à trouver quand même des explications ou c'est juste des historiques statistiques qui font qu'en moyenne, c'est comme ça que ça se passe? Alors l'explication que je trouve la plus rationnelle, je ne sais pas si elle est valable, mais c'est qu'a priori en fin d'année, on sera un peu optimiste sur les perspectives de l'année à venir, sur la croissance, et que bien, au mois de mai, enfin en tout cas à la fin de la période, on reviendrait à la réalité, que l'année ayant commencé et qu'on reviendrait un peu à des choses plus rationnelles, plus réalistes, et qu'on serait moins dans la perspective et que le marché reviendrait un peu à la raison, manifestement. Il y a un facteur psychologique humain, quoi. Psychologique humain et d'anticipation des analystes aussi, qui auraient tendance à penser à la surperformance. Bon, et puis il y a aussi des cycles intéressants autour de la présidentielle américaine. Ça revient tous les 4 ans, ça y est, on est reparti pour un cycle présidentiel aux États-Unis et on a toujours effectivement des comparatifs intéressants qui fleurissent à ce moment-là. Voilà, alors là c'est pour ça que ça flirte avec la notion de cycle, mais c'est un cycle 4 ans, le cycle des présidentielles américaines. Et là, la saisonnalité est très marquée, puisque l'année de l'élection, ça c'est une étude toujours de John Murphy, l'année de l'élection de 1904 à 1998, ça a produit 224% de hausse moyenne sur les indices américains, alors que les années post-électorales et mi-mandat sont les années faibles, elles ne produisent que 66% de hausse de ce jour sur la même période, 1904-1998. Et l'année pré-électorale est aussi une année forte, puisque c'est 217% de hausse sur la même période. Alors, présenté différemment, ça c'est Delquist et Kirkpatrick, eh bien, les 2 dernières années de chaque mandat, depuis 1832, les 2 dernières années de chaque mandat, eh bien, ont permis une hausse de 557% depuis 1832, alors que les 2 premières années de chaque mandat présidentiel n'ont enregistré une progression globale que de 81%. On voit la différence. Alors, pareil, il y a toujours pas mal d'explications possibles, les cycles économiques peut-être, mais les considérations électorales semblent assez plausibles. Encore faut-il savoir dans quelle mesure les présidents peuvent influer sur les taux. On peut terminer avec quelques faux amis, peut-être, Romain. C'est vrai que j'entends souvent, la première séance de janvier donne le ton de l'année. Alors, c'est les 5 premières séances de l'année sur le S&P, où, comme ira le mois de janvier, ira le S&P, c'est pas significatif. D'accord. Ça fonctionne donc ça, on oublie. Pas ou plus, en tout cas. C'est pas le cas. Il y avait un système qui fonctionnait un peu, c'est que les small caps, les petites capitalisations, surperformaient au mois de janvier, les grosses capitalisations. Depuis quelques temps, ça devient un peu fiable et on peut plus vraiment se fier à cette croyance-là non plus. Ne basez pas une stratégie là-dessus, d'accord. Et puis il y en a un dernier, acheter le lundi et vendre le vendredi. Ouais, et ça depuis 30 ans toujours, ça a été analysé toujours par Delquist et Kirkpatrick et non, ça fonctionne. Et ça marche depuis pas. Plus de 30 ans. D'accord. Ça fonctionne pas non plus, donc ça c'est pas le genre de. C'est le genre d'adage qu'il faut oublier. Merci beaucoup Romain, merci d'être venu nous apporter des éléments autour de cette saisonnalité, ces saisonnalités des marchés, puisqu'on voit bien que les différents actifs connaissent tous des saisonnalités plus ou moins fortes. Romain Daubry qui était avec nous pour cette leçon de trading du vendredi, notre partenaire Bourse Direct avec nous le vendredi à 19h15 et on vous retrouve lundi à 12h30 pour le plan de trading de la semaine prochaine. Bon week-end Romain, bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve donc lundi en direct à 12h30 sur Bismart.